bonjour à tous. Donc moi je suis Christophe Guéguin d'Harmonie Technologies et je suis en charge des activités cybersécurité et protection des données. Donc là, en complément de tout ce qui vient d'être dit, effectivement avec beaucoup de matière qui a déjà été transmise, moi je vais vous faire un tour d'expérience des différentes missions d'accompagnement qu'on peut avoir auprès de nos clients, tant sur la partie effectivement audit d'application, sur la partie analyse de risque, mais aussi sur la partie accompagnement des gens en charge de la digitalisation, justement. Effectivement, j'ai compris que le terme n'était pas forcément publicité, mais c'est le terme qui est exploité, qui est utilisé et qui est aussi largement chez nos clients. Le premier point, c'est de replacer effectivement au cœur du sujet, c'est pourquoi on fait tout ça. Quand on discute avec les équipes donc digital marketing, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement amener des nouveaux clients à l'entreprise et puis créer une relation de proximité entre les marques et les clients, en récupérant des informations et en fournissant effectivement les services et les données de l'entreprise au mieux vis-à-vis des clients. Leur problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir offrir des solutions simples qui s'adaptent à tous les supports. Pouvoir effectivement avoir l'application qui est disponible sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les tablettes, demain sur les frigos, voilà, en ayant effectivement des solutions techniques qui soient unifiées. L'autre problématique qu'ils ont, c'est de pouvoir offrir des solutions et pouvoir s'adapter aux différents usages qui sont mis en œuvre. Dès qu'une nouvelle façon de naviguer, une façon de consommer l'information est plébiscitée sur les applications mobiles, ils doivent effectivement s'adapter, sinon les clients décrochent, effectivement ils perdent leur objectif de maintenir cette relation client. Et l'autre point, c'est pouvoir fluidifier le parcours des utilisateurs entre les canaux. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées qui disent qu'effectivement, les utilisateurs, ils consomment le service, mais le matin dans les transports, c'est sur le téléphone, pendant la journée sur l'ordinateur, et puis le soir plutôt sur les tablettes. Et donc, effectivement, il faut pouvoir suivre le parcours et pouvoir suivre effectivement ces utilisateurs pour mieux les connaître. De ça, il y a un certain nombre de complexités qui ont déjà été évoquées. Le premier point, c'est qu'on a des cycles de développement qui sont très courts. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Les ABAC que moi j'ai, c'est globalement 10 à 20 jours de développement pur et globalement 2 mois entre une idée d'application et la publication sur le store. Donc vraiment quelque chose qui est très condensé. Une exposition croisante des données et des services métiers. Les utilisateurs, effectivement, ils veulent toujours pouvoir accéder à leurs services, quel que soit leur mode de consommation. Voilà, et voilà. À titre personnel, moi le premier, j'apprécie effectivement de pouvoir utiliser les services sur mes différents médias. Et puis, ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, on a un cadre de sécurité qui est aujourd'hui mal adapté. Tout ce qui est analyse de risque ou tests d'intrusion, c'est quelque chose qui sont lourds. Quand on a effectivement un développement qui dure 20 jours, on ne peut pas imaginer d'avoir 5 à 10 jours de tests. C'est impossible. Donc voilà, aujourd'hui, comment est-ce qu'on réalise ces plateformes-là? Et puis, de manière générale, on va y revenir après, peu ou pas de solutions de sécurité d'entreprise qui permettent effectivement de sécuriser l'accès au SI par les applications. Excusez-moi. Les risques, on en a évoqué un certain nombre à l'instant, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Il y a 2 points, moi, quand je fais les tests, qui me surprennent, en tout cas, qui aujourd'hui quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps sur la partie accès aux infrastructures du SI, donc les web services. C'est effectivement la capacité qu'ont les équipes à réinventer la roue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je retrouve effectivement des gens qui redéveloppent leur propre système de gestion de sessions avec des sessions qui sont prédictibles, voire incrémentales. Et effectivement, on arrive à accéder effectivement aux données. Ça, c'est un vrai sujet. Et l'autre point, effectivement, sur le rebond, dans le vol de données sensibles et le stockage des mots de passe, un des points que je trouve fort, c'est qu'effectivement, les mots de passe, ça c'est un autre sujet, je pense que vous échangez tous quotidiennement. Les mots de passe sont utilisés un peu partout, ce qui fait qu'au-delà du vol des données liées à l'application et au service de l'application, potentiellement, on va accéder, c'est le même mot de passe qui va être utilisé sur la messagerie, peut-être des accès VPN, etc., et rebondir sur le SI et voler d'autres informations. Aujourd'hui, sur la partie, nous, en tant qu'acteur sécurité, on a un double défi vis-à-vis des équipes digitales. On doit un double défi qui est un défi, alors c'est un peu tarte à la crème ce que je vais dire, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien, mais c'est quelque chose qui va être encore, qui doit être plus renforcé. C'est pouvoir
assurer un niveau de sécurité qui est adapté aux enjeux malgré les cycles courts. Et ça, effectivement, c'est un véritable défi. Et puis, pouvoir être identifié comme un partenaire vis-à-vis des équipes digitales. C'est aujourd'hui, effectivement, on traîne une image côté sécurité de freins et de personnes qui apportent plutôt des problèmes que des solutions. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a un risque et on a effectivement un challenge à relever là-dessus. Notre sens et des missions là, qu'on a pu mener, il y a 2 challenges à relever. Le premier challenge, c'est au niveau de l'entreprise. Pouvoir disposer de SOC sécurité qui peuvent répondre à ces usages. On va voir effectivement un certain nombre de points, mais pouvoir disposer de mécanismes que les équipes qui font les développements et qui réalisent les usages, les applications, puissent utiliser. Quand moi je discute avec les développeurs d'applications mobiles, ils ne sont pas de mauvaise volonté. Ils essayent effectivement de bien faire et il n'y a pas de malveillant, en tout cas, pas officiellement en tout cas. Mais aujourd'hui, c'est surtout, ils ont des délais très courts pour réaliser, ils essayent de faire au mieux, mais aujourd'hui, ils ne savent pas faire. Et ils ne sont pas forcément guidés, ils n'ont pas forcément les moyens pour faire. Et puis, au niveau des projets, pouvoir effectivement rentrer dans les démarches agiles et voir comment on s'intègre effectivement dans les démarches agiles. Sur la partie socle d'entreprise, donc je vais revenir, c'est pas exhaustif, ce que je vais évoquer, c'est quelques points clés sur lesquels on est interrogé, sur lesquels on essaye effectivement d'apporter des solutions. Le premier point, c'est l'identité numérique. Donc voir effectivement comment on peut étendre les sujets d'IAM. Je ne vais pas porter forcément tous les éléments de réponse, mais juste des points clés, des questions qui nous sont posées et des éléments de réponse qui devraient pouvoir être apportés. Premier point, effectivement, c'est la convergence des usages et pouvoir des systèmes, effectivement, IAM étendus. D'un point de vue collaborateur, aujourd'hui, quand on déploie effectivement des applications mobiles, souvent, c'est avec des partenaires cloud, voilà, et de plus en plus, avec les problématiques du shadow IT. Et il y a un vrai enjeu de pouvoir réintégrer ces plateformes-là dans des plateformes IAM standard pour être sûr que les comptes soient bien provisionnés et déprovisionnés, surtout, au bon moment. Donc là, on a un vrai sujet vis-à-vis des collaborateurs. Et vis-à-vis des clients, on a une question sur les objets connectés. Il y en a de plus en plus. Comment est-ce qu'on assure effectivement que les objets connectés sont bien reliés aux bonnes personnes et que les services qui sont rendus, ou typiquement côté assurance, quand il y a effectivement des applications de santé qui remontent pour effectivement faire évoluer la police en fonction du comportement. Les voitures, effectivement, c'est le même sujet. Comment est-ce qu'on s'assure effectivement que les objets connectés sont bien reliés à la bonne personne et sont bien associés. Deuxième point, c'est tout ce qui est gestion de l'identité sociale. Aujourd'hui, il y a un gros sujet lors des inscriptions des clients au service, c'est le fait de pouvoir effectivement qu'ils puissent aller au bout du process d'inscription. Et quand on discute pareil avec les équipes digitales, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais je crois qu'il y a entre 30 et 40% de pertes dans le parcours d'adhésion au moment où il faut saisir toutes ces informations pour créer effectivement son compte. Donc c'est effectivement beaucoup. Donc la question c'est, est-ce qu'on s'interdit fermement l'identification via les réseaux sociaux? Est-ce qu'on les autorise uniquement pour l'inscription? Effectivement, il y a un process après effectivement qui permet de se réinscrire au service. Est-ce qu'on autorise aussi les réseaux sociaux pour accéder à un panel de services avec des fonctions limitées et puis effectivement d'autres mécanismes à côté qui permettent d'aller sur des fonctions avancées? J'ai pas de réponse forcément à ça, ça dépend effectivement de chacun des contextes. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, quand les applications en 20 jours doivent se poser la question, c'est vite vu, ils vont passer directement sur les réseaux sociaux si la question n'a pas été anticipée. Et le dernier point, c'est de pouvoir réfléchir à des mécanismes de fédération d'identité. Aujourd'hui, c'est un élément clé à 2 titres. Quand on a effectivement des grands groupes qui présentent plusieurs marques, on va se retrouver avec des systèmes de marques blanches et potentiellement des services qui vont être proposés entre les marques. Et il faut pouvoir effectivement que l'utilisateur, vis-à-vis de l'utilisateur, il y ait une seule identité qui soit utilisée systématiquement. Et puis alors de plus en plus, on a des partenariats qui sont montés entre marques. Et pareil, pour le confort utilisateur et pour assurer l'adhésion au service, il faut que ce soit le plus transparent possible pour lui. Donc c'est effectivement des mécanismes auxquels il faut pouvoir réfléchir.
L'authentification, ça a été évoqué juste avant, c'est un élément clé. La demande des métiers, quand ils vont aux applications mobiles, c'est il ne faut pas embêter l'utilisateur avec un mot de passe, il ne faut pas qu'il ait à se réauthentifier. Et c'est vrai qu'effectivement, sur un mobile, sur un objet connecté, c'est encore pire, ressaisir des mots de passe, c'est extrêmement compliqué. Donc là, il faut pouvoir effectivement fournir des solutions et pouvoir disposer de solutions. Ma conviction, de manière générale, sur les applications, c'est qu'effectivement, normalement, ces mécanismes-là, les développeurs ne devraient pas avoir à s'en occuper. On devrait avoir effectivement des mécanismes à disposition qui leur sont mis à disposition et qu'ils utilisent dans leurs applications pour la connexion SI. Aujourd'hui, ça existe pas ou peu. En fait, ils font effectivement tous les comportements qui ont été évoqués avant de stockage des informations, stockage des mots de passe, stockage des gestions de session, parce qu'ils essayent. Voilà, ils essayent. Alors des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, et souvent effectivement c'est pas exceptionnel. Donc il y a plusieurs points effectivement à considérer. Premier point, c'est l'authentification des applications elles-mêmes. Ça c'est un des points qu'on a évoqué, c'est qu'on a traité chez un de nos clients. C'est pouvoir se dire mettre en place des jetons de sécurité qui sont affectés à l'application pour, en cas de découverte de compromission de l'application, pouvoir bloquer l'accès au service. Et donc ça, effectivement, ça permet... Alors je ne dis pas que ça élimine le risque, parce qu'effectivement, il y a toujours des risques résiduels, mais par contre, effectivement, ça permet de se prémunir et de couvrir le risque de maintien dans le temps, effectivement, d'une faille d'utilisation du service. Le deuxième point, c'est pouvoir avoir authentification, alors transparente, pas forcément le bon mot, mais pouvoir répondre à cette question de je veux pas qu'on embête l'utilisateur à se réauthentifier. Donc pouvoir avoir des mécanismes de jetons de session, là on parlait de O2 tout à l'heure, ben voilà, il faut mettre en place des mécanismes pour pouvoir disposer de serveurs avant effectivement que les applications, pour que les développeurs n'aient plus qu'à utiliser ce service-là. Et après, effectivement, pouvoir disposer de différents mécanismes d'authentification, que ce soit des jetons, de la biométrie, du mot de passe, du SMS, en fait, leur disposer effectivement un catalogue de solutions qu'ils pourront utiliser quand ils ont à réaliser leur application. Hop, décidément. Le dernier point sur lequel on est sollicité, c'est l'exposition des données. On a effectivement des web services qui sont utilisés. Alors là, aujourd'hui, on a notamment, dans certains cas, pas tous, mais pareil, pour aller vite, des web services qui étaient utilisés en interne ou à fonction de partenaires sur des VPN ou des réseaux privés. Ils fournissent le service, et hop, on se dit, bah voilà, il y a les applications mobiles, on n'a qu'à utiliser les mêmes web services. Après tout, ils sont là, ils ont déjà été faits, donc pourquoi pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Là, l'idée, c'est de pouvoir disposer de mécanismes d'anonymisation ou de tokenisation des données, donc c'est-à-dire pouvoir masquer les données. Typiquement, le cas le plus, c'est le numéro de carte bleue, dire qu'effectivement, bah, si nous on est par exemple PCI DSS, on assure qu'effectivement le numéro de carte bleue il est géré chez nous. Si on doit exposer le numéro de carte bleue pour que le client vérifie, bah, du SI ne sort jamais le numéro de carte bleue en entier, mais les 4 premiers chiffres suivis de XXX. Voilà, et ça c'est fait. Et on a effectivement deux cas de figure, soit effectivement l'exposition directement vers une application mobile, la consommation directe par une application mobile, ou l'exposition via un partenaire qui lui fournit des applications mobiles. Et donc là, effectivement, c'est un autre axe à pouvoir traiter. Et le dernier point, et là pareil, on nous pose de plus en plus de questions dessus, c'est assez récent, c'est tout ce qui est solution de DRM pour les données non structurées, pouvoir effectivement exposer les données, pouvoir avoir des documents qui sortent, et pouvoir quand même en maîtriser l'accès. En maîtriser l'accès dans le temps, en pouvoir verrouiller les accès et rendre les données inutilisables si on décide qu'effectivement elles ont pu être exposées. Et donc voilà, donc ça aujourd'hui c'est des solutions sur lesquelles les développeurs d'applications mobiles, dans les temps qui leur sont impartis, ne peuvent pas s'improviser sur le sujet. Il faut pouvoir effectivement avoir une réflexion amont sur cette problématique-là. Et après l'idée, c'est de se dire qu'au moment où on réfléchit à l'application et on réfléchit plutôt aux user story dans les développements agiles, ben on va pouvoir agencer ces mécanismes-là. Pouvoir se dire par exemple que quand l'utilisateur se connecte, le collaborateur se connecte depuis le SI, on a une authentification simple qui permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Quand il sort du SI, ben voilà, il change effectivement on a un comportement qui change un peu
ben, on va lui demander, on va l'autoriser à accéder peut-être à un panel plus restreint de fonctionnalités, en l'obligeant à se authentifier peut-être de manière forte, peut-être avec un autre mécanisme sur le système d'information pour accéder aux mêmes données, voilà. Et on peut effectivement agencer les mécanismes avec un pilotage par les risques pour arriver à un niveau de risque qui est jugé acceptable par l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement la partie plus typologie de solutions à mettre en œuvre. Après, on a une vraie problématique de process. C'est bon, je devrais être dans les temps. Sur la partie, effectivement, développement agile. Alors là, pareil, pour ceux, effectivement, qui ne sont pas forcément familiers avec les développements agiles, on est sur un process qui est collaboratif. Là, j'ai présenté, effectivement, Scrum. L'idée, c'est qu'on a, effectivement, un partenariat qui est mis en place entre les équipes métiers et les équipes qui réalisent, avec des itérations d'applications. Donc, à chaque itération, donc, ce qu'on appelle des sprints, on a une application qui est mise à disposition qui est fonctionnelle. Alors, elle n'est pas forcément aboutie, il n'y a pas forcément toutes les fonctionnalités, mais en tout cas, elle est fonctionnelle et elle est montrable aux utilisateurs, finaux. Et là, on a l'idée, les principes qui sont derrière les développements agiles, c'est pouvoir de dire, on a un processus qui est donc itératif, on a un processus d'amélioration permanente, et on a des travaux qui sont collaboratifs. D'un point de vue sécurité, il y a deux points qui ont deux étapes fortes qu'il faut pouvoir considérer. Le premier point, c'est en phase d'avant-projet. Phase d'avant-projet, donc avant qu'on rentre dans le développement. On se retrouve dans une situation où normalement, on ne sait pas trop quelle application, quelle tête elle va avoir à la fin. Par contre, il y a un élément qu'on a quand même, c'est qu'on sait peu ou prou les données qu'on va exposer. Et les données qu'on va exposer, quand on a ça, déjà, on sait les exigences auxquelles on est soumis vis-à-vis de ces données. Donc on peut déjà avoir un certain nombre de réflexions. Donc le premier point en travail préparatoire et en travail collaboratif avec les équipes projet, qui normalement en fait inclut les équipes de développement et les métiers, c'est de se dire quelles sont les données qui vont être gérées par le produit final et quelles sont les exigences associées. Pouvoir partager ces éléments-là et rentrer dans un travail d'échange avec les équipes projet sur les contraintes de sécurité, les mesures à considérer, et si possible, si on a fait le travail amont, les solutions qui sont mises à disposition pour pouvoir effectivement prendre en compte ces mesures. Et le dernier point, c'est de pouvoir initialiser le backlog. Le backlog, en fait, l'idée, c'est le backlog, c'est la liste des tâches qui vont devoir être réalisées et qui vont devoir être compilées dans les différents sprints dont je parlais tout à l'heure. On parle dans les développements agiles de user story, donc c'est-à-dire effectivement de parcours utilisateur avec effectivement les différentes actions que l'utilisateur va devoir mener pour effectivement atteindre le but. L'idée, c'est de pouvoir compléter ces user stories métiers en intégrant des éléments de sécurité et pouvoir se dire qu'effectivement, typiquement, s'il traite des données cartes, on a peut-être des étapes obligatoires à respecter avant et pouvoir effectivement que les développeurs aient bien conscience de ça et faire quelque chose qui n'est pas naturel dans les développements agiles, c'est rentrer des user stories dédiées sécurité. Si l'utilisateur fait ça, il ne faut pas qu'il se passe ça. Typiquement, si l'utilisateur saisit n'importe quoi dans le champ, il ne faut pas qu'il y ait un message d'erreur qui apparaisse avec toutes les erreurs techniques et les messages d'information technique qu'il ne doit pas voir. Ça, effectivement, c'est le point clé. Une fois qu'on a fait ce travail préparatoire, qu'est-ce qui nous reste au niveau du sprint? Donc là, nos périodes en fait de 10 à 20 jours, c'est de dire, revoir que les tâches qui ont été compilées en tant que tâches fonctionnelles et tâches sécurité, elles sont bien cohérentes, et donc on a bien effectivement un ensemble. Si par exemple on est sur une réglementation forte qui nous oblige à traiter les incidents de sécurité, typiquement, on a bien des mécanismes de log et une capacité de remonter les logs avant de pouvoir traiter les problématiques métiers, dès le début. Pouvoir revoir le backlog, et normalement ça va vite, pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles données qui sont apparues avec des nouvelles exigences parce que quelqu'un a eu une nouvelle idée et qui a décidé de réintégrer des nouvelles données dans l'application. Et ensuite, pouvoir définir réaliser une évaluation sécurité qui est adaptée. Donc, évaluation sécurité adaptée, ça veut dire que typiquement, on est juste sur une évolution métier sans grosse fonction de sécurité,
On peut avoir un contrôle automatique juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de bêtises qui a été réalisée. Et ensuite, si on est sur des applications et des services un peu plus importants en termes de sécurité, par exemple l'intégration de mécanismes de paiement, typiquement quelque chose un peu lourd, ben là effectivement on peut rentrer dans un mécanisme un peu plus lourd avec un test d'intrusion et un audit plus complet, mais on s'adapte effectivement aux enjeux et aux risques. Voilà, j'en ai fini, je suis dans les temps normalement. Merci. Voilà.